Vieux problème, ça. Le premier qui se le pose, ce problème, c'est Platon, dans la République. En gros, il critique quelque chose dans sa société, il dit vers quoi il faudrait aller, vers quel type de modèle après, puis après il dit que peut-on passer de l'un à l'autre. Et il répond, c'est pas possible. Il essaye 8 fois de reposer le problème et dit, c'est pas possible. Parce que le peuple devient, dans une société, ce qu'il a intériorisé comme logique de cette société. Ce qu'il a intériorisé comme logique de cette société. Donc, si cette société est injuste, les citoyens s'insèrent dans la société avec de l'injustice et donc ne peuvent plus voter pour une société juste. Du coup, il y a un cercle vicieux qui fait que Platon dit tout ce que je viens d'écrire, c'est fait pour le sage, pour savoir en tout cas l'individu comment il doit être juste. Beaucoup se sont posés ce problème. Rousseau, justement, dans le contrat social, critique les inégalités, la domination, l'occupation, etc. Et il dit voilà, ce qu'il faudrait, c'est une société légitime, démocratique, totalement démocratique. Et après, il dit mais comment on saute? Et il répond cette phrase qui est terrible, il faudrait que les hommes fussent avant les lois ce qu'ils ne peuvent devenir que par elles. C'est-à-dire que nous sommes culturellement, y compris du point de vue de l'alphabétisation, du point de vue de la logique économique et sociale, formés par une société injuste et dont chacun finalement est injuste, non pas par nature, mais pas pour s'en sortir dans cette société. Et donc lui aussi, il dit que malheureusement, il ne voit pas comment on pourrait. Donc c'est une grande, grande question. Je vais simplement dire que le Marx le plus méconnu et qui pour moi est le plus précieux, c'est celui qui a bien vu cela. En gros, là où au XIXe siècle tout le monde rêve une société qui, avec des phalanstères, avec des sociétés comme ceci, comme cela, etc., il y a au moins, j'avais dénommé au moins 25 sociétés idéales, lui, il vient et il dit non, la seule chose qui existe, c'est pas le futur dans la théorie, c'est le présent dans les pratiques et les aspirations. En gros, le futur sera ce qu'une partie dominante du peuple aura réalisé dans la pratique, dans les pratiques sociales. Et non, ce qu'il dit, c'est que la théorie ne doit pas dire quel futur doit être, parce que ça, c'est le théoricien qui se place à la place du peuple. Il dit, mais c'est le mouvement qui abolit l'état des choses existant. Il dit, il n'y a pas d'état idéal, ni d'état ni d'idéal, il parle du communisme, le terme qui vient de la Révolution française, il y a ce mouvement réel qui abolit l'état actuel. Il dit donc, je reprends la phrase, mais bien avant le manifeste, en 1843, nous ne sommes pas là pour dire au peuple « mettez-vous à genoux, voilà la vérité », il dit « nous sommes là pour développer les idées dont le monde est porteur », c'est-à-dire le philosophe, le révolutionnaire, c'est pas celui qui invente une société pour demain, mais qui voit en quoi les pratiques sociales présentes sont porteuses, de façon latente, d'autres futurs possibles, au pluriel. Du coup, il écrit un manifeste. Manifeste, ça veut dire on rend manifeste ce qui était latent. Et donc de la prise de parti pour le bien commun. Parce qu'il n'y a pas de parti politique à l'époque, donc parti communiste, ça ne veut pas dire un parti, ça veut dire la prise de parti pour la communauté. Donc manifeste du parti communiste, le fameux livre de 1848, ça veut dire on va mettre noir sur blanc les idées émancipatrices dont les gens sont porteurs dans toute l'Europe. C'était ça. Et là, à mon avis, il y a une véritable révolution politique. Malheureusement, dans la réflexion politique, malheureusement, ceux qui commencent à mettre en œuvre cette chose-là se font massacrer, la Commune de Paris, etc. Et Marx en vient à dire, oui, mais si nous, on veut faire ça de façon démocratique, mais qu'on se fait tous massacrer, il va falloir que l'État nouveau se donne les moyens d'empêcher les autres de revenir. Ce qui va donner cette idée de dictature du prolétariat, dont on sait très bien quel usage il sera fait plus tard, avec l'extinction de l'État que l'on connaît. Bien, donc, cette idée-là, c'est une véritable révolution. Et celui qui, au XXe siècle, a le plus développé ça, c'est Michel Foucault. Ce sont dans les pratiques marginales qu'on a le centre de la page. C'est-à-dire que tout ce qui résiste, un peu partout, c'est ce qui casse cette logique du pouvoir du bas vers le haut. Donc, propre à modifier l'ordre du haut vers le bas. Et c'est à partir de là, je pense qu'on peut penser une transition. La transition, on ne la programme pas, donc on la fait. Et Sartre avait très bien compris ça. Celui que les marxistes de l'époque appelaient vraiment un réactionnaire, etc. Il montrait que non, les valeurs de demain, elles naissent des pratiques de tous les jours. Il n'y a pas de vérité a priori. La vérité, ça se fabrique. Et son ami philosophe Merleau-Ponty avait une très belle formule pour résumer cela. Il disait, c'est tous ensemble en politique, c'est tous ensemble que nous allons vers la vérité, ou bien ce n'est pas vers la vérité que nous allons. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité a priori en politique. C'est le mouvement des peuples qui fabrique la vérité d'une époque et qui réinvente les politiques. Donc la transition, je pense qu'on n'arrive pas à la penser tant qu'on prévoit le futur avant le présent.
il faut creuser dans le présent pour engendrer un futur. C'est pourquoi il y a quelque chose, bon, je respecte les textes historiques, mais dans l'international, quand on dit du passé faisons table rase, je pense qu'il faudrait dire et répéter du présent faisons table pleine. C'est-à-dire, voyons toute la richesse qu'il y a dans les pratiques sociales du présent, développons-les, et il y aura un autre avenir, mais personne ne peut dire lequel. Ça dépendra de chacun. Et donc la transition, ça ne se pense pas, ça se fait.